Bienvenue au château de Chantilly pour notre nouvelle exposition appelée Les Mondes de Watteau qui est ouverte jusqu'au 15 juin et que nous allons parcourir ensemble. Dans cette exposition, les visiteurs vont découvrir rien de moins que la deuxième collection de Watteau conservée en France, celle du musée Condé, qui arrive donc après celle du musée du Louvre avec 4 peintures et 6 dessins. Cette collection a servi de colonne vertébrale à l'exposition, mais elle a aussi été conçue en dialogue avec un collectionneur, Lionel Sauvage, qui nous a prêté sa collection. Et autour de ces deux collections qui dialoguent, on a sollicité beaucoup de musées, des collections privées qui nous ont consenti de généreux prêts pour permettre une plongée dans 5 des aspects les plus iconiques de la production de Watteau, avec à la fois des œuvres connues, d'autres beaucoup moins, pour essayer de vous donner un aperçu le plus complet possible de ce qui a intéressé Watteau et de ce qu'il a essayé de restituer dans ses œuvres. L'une des vertus de l'exposition, c'est de présenter pour la première fois au public des œuvres qui ne l'avaient jamais été auparavant, soit des œuvres qui étaient bien connues des spécialistes mais qui n'avaient jamais été présentées dans un musée et qui sont conservées en collection privée, mais aussi d'autres cas de figure où nous avons trouvé des œuvres à exposer à Chantilly qui sont en fait absentes du catalogue raisonné des dessins de Watteau, qui n'étaient donc pas connus des spécialistes et qui sont elles aussi montrées à Chantilly pour la première fois aux visiteurs. Cette première salle du parcours tourne autour de l'un des dessins qui a longtemps été les plus célèbres du musée Condé, c'est celui qui est à ma gauche. C'est un dessin qu'on a longtemps considéré être un autoportrait de Watteau. Il représente l'artiste, c'est bien un portrait, mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas un autoportrait. C'est un dessin qui demeure anonyme à ce jour, son auteur reste à identifier. Toujours est-il que nous sommes certains d'avoir là l'image des traits de Watteau, et le meilleur signe de la célébrité d'une œuvre, c'est de voir à quelle reprise elle a été reproduite par l'estampe. Et on s'aperçoit que ce dessin-là a fait l'objet d'un nombre assez extraordinaire de reproductions. La vitrine qui est à ma droite en montre quelques exemples. C'est une œuvre qui a notamment été gravée par François Boucher, et on s'aperçoit que c'est à nouveau l'effigie de Watteau tel qu'il apparaît sur le dessin de Chantilly, qui est reprise dans l'autre estampe qui est également dans la vitrine. Donc tout ça pour montrer à la fois la célébrité de ce dessin, mais aussi sur un temps très long, puisque dans la ville de Valenciennes, dont Watteau est natif, on trouve sur une place un monument à Watteau, sculpté par Carpeaux, et Carpeaux, pour réaliser ce monument, a littéralement transposé le dessin de Chantilly dans le bronze. Donc, en plus de donner avec ce dessin les traits de Watteau, il a également donné une image qui est devenue iconique parce que la gravure de François Boucher sert de frontispice pour l'un des ouvrages les plus importants. Quand on étudie Watteau, cet ouvrage s'appelle le recueil Julienne. Le recueil Julienne a été réalisé par Jean de Julienne. C'est l'homme qui est assis à côté de Watteau sur la gravure dans la vitrine, et Jean de Julienne était à la fois un marchand, mais aussi un proche ami de Watteau, un collectionneur, amateur d'art, et il a acheté, à la mort de Watteau, l'essentiel de son fonds d'atelier. Il a également été collectionneur de Watteau dès son vivant, donc il avait une grande collection d'œuvres de Watteau, et il a entrepris de réaliser le recueil Julienne, qui est donc une forme de compilation par des gravures de la totalité de l'œuvre de Watteau. À la fois ses peintures, mais aussi ses dessins. Le recueil Julienne, ce sont 4 volumes, dont on présente un exemplaire ici dans l'exposition. Et en fait, en réalisant le frontispice du recueil Julienne, François Boucher s'est donc servi de ce dessin conservé à Chantilly et a également contribué à sa célébrité. Toujours dans cette section qui est consacrée au portrait, on a voulu que nos visiteurs puissent vraiment comprendre que dans l'œuvre de Watteau, on a affaire à des catégories différentes, 3 catégories différentes qui sont l'autoportrait, le portrait et le type. Et pouvoir réellement comprendre la différence entre ces 3 genres à part entière de dessin. Donc le dessin qui est ici à ma gauche, c'était très intéressant de pouvoir l'exposer en parallèle du célèbre dessin de Chantilly représentant les traits de Watteau, parce que ce dessin est longtemps
passé pourrait être un autre autoportrait de Watteau. C'est peu probable, surtout quand on compare la physionomie. On voit que ces traits qui apparaissent ici ne sont pas identiques à ceux du dessin de Chantilly. En revanche, on peut comprendre pourquoi certains historiens de l'art ont eu l'intuition qu'il pourrait s'agir d'un autoportrait. D'une part, le fait que pour dessiner leur portrait, les artistes travaillent très fréquemment face à un miroir, ce qui induit donc qu'ils aient un regard qui soit très droit, très plane, et c'est le cas de ce dessin qu'on voit là où le regard de l'homme, dont on voit le visage, part droit devant lui, comme c'est le cas sur le dessin de Chantilly. Et par ailleurs, cet homme est représenté ici avec une particularité assez inhabituelle, c'est qu'il a les cheveux ébouriffés. On le voit ici au-dessus de sa tête. On a l'impression d'être face à un homme, au fond, qui vient d'enlever sa perruque, alors que le portrait de Watteau qui est conservé à Chantilly montre un homme qui a encore sa perruque sur la tête. Ici, on dirait que cette personne vient d'enlever sa perruque, elle a encore un col qui montre qu'il était habillé d'une manière plutôt élégante, et il est saisi en fait dans un moment d'intimité. Donc on peut imaginer qu'il s'agissait là d'un ami de Watteau, d'un de ses proches, et à l'inverse, les deux dessins qui sont un peu plus loin montrent cette troisième modalité d'étude de visage que Watteau a fréquemment dessiné. Ce sont en fait deux études pour des visages d'enfants. Celui qui est à gauche provient de la collection de Lionel Sauvage et celui qui est à droite provient du musée Cognacq-Jay. Et en fait, la manière dont Watteau composait ses peintures consistait à se servir d'éléments qu'il avait dessinés isolément, à les prélever de ses feuilles, puis à les agencer pour construire ces compositions en fait. Il est assez frappant quand on parcourt l'exposition, mais plus largement quand on s'intéresse au dessin de Watteau, de constater que l'essentiel de ces dessins sont ce qu'on appelle des figures isolées, c'est-à-dire des études de visage, des études de silhouette, très peu de dessins de composition. Et en l'occurrence, on a ici un cas de figure qui est vraiment caractéristique de sa manière de faire, puisqu'il a dessiné un visage de jeune fille, un visage de jeune garçon, et ensuite il s'est resservi de ces deux visages pour représenter un jeune garçon et une jeune fille comme détail dans une de ses compositions, mais son intention, ça n'était évidemment pas, en l'occurrence, de faire le portrait d'une jeune fille spécifique ou le portrait d'un jeune garçon spécifique. Ce dont il avait besoin, c'est d'un modèle dont il pourrait se resservir quand il voudrait peindre des petits garçons ou des petites filles dans ses peintures. Cette salle de l'exposition est entièrement consacrée au travail de Watteau d'après les maîtres anciens. C'est un artiste qui a beaucoup copié les dessins anciens, mais aussi les peintures anciennes. Il avait dans son entourage beaucoup de collectionneurs, de très grands amateurs, qui avaient là aussi à la fois des peintures et des dessins dans leur collection. Et ça, en soi, ça n'a rien d'extraordinaire, si on peut dire, puisque à ce moment de l'histoire de l'art, c'est absolument normal, au fond, quand on est un artiste et qu'on veut se former, de réaliser des copies d'après les exemples de l'art du passé. En revanche, ce qui est très intéressant et très propre à Watteau, quand on s'intéresse à lui spécifiquement, c'est de constater qu'il a non seulement regardé les dessins qui se trouvaient dans son entourage, c'est le cas du dessin qui est à ma gauche, qui était attribué à Véronèse au XVIIIe siècle. C'est un dessin qui se trouvait chez un collectionneur que Watteau a connu, et en le comparant avec l'un des tableaux les plus célèbres de Chantilly, qui est L'Amour des armées, que vous voyez juste un peu plus loin, on s'aperçoit qu'en fait Watteau a entièrement tiré la composition de son tableau du dessin qui était, croyait-il, de Véronèse. Ce tableau aujourd'hui est accroché dans la tribune du château de Chantilly, donc l'une des pièces centrales de son parcours. Elle est extrêmement bien connue de nos visiteurs, elle est très célèbre par elle-même, et au fond cette exposition permet, en la décrochant temporairement de la tribune et en la présentant ici dans ce nouveau contexte, de jeter un nouveau regard dessus en comprenant sa genèse, puisque c'est la première fois qu'elle est accrochée à côté du dessin
prêté par le musée du Louvre qui montre la même composition, mais aussi à côté d'une feuille d'étude provenant d'une collection privée suisse qui montre notamment en haut à gauche un détail, une étude de visage dont Watteau s'est resservi, qu'il a d'une certaine manière greffé sur la composition inventée par, croyait-il toujours, Véronèse, pour réaliser ensuite ce célèbre tableau qui est un sujet très inhabituel pour Watteau puisqu'on y voit la déesse Vénus en train de retirer son arc et ses flèches à l'amour, estimant qu'il a causé assez de mal comme ça et qu'il faut l'empêcher de nuire en fait. En pendant du mur de cette salle qui est consacrée à tout le travail que Watteau réalise d'après les maîtres italiens, tels que Véronèse, Schedon ou Jacopo Bassano, on présente un autre petit coin de mur ici, qui est consacré au travail de Watteau d'après les maîtres du Nord, et en premier lieu d'après Rubens. Rubens est un artiste vraiment fondamental pour comprendre l'évolution de Watteau. C'est un artiste qu'il a pu rencontrer dès ses toutes premières années à Valenciennes, puisqu'on sait que Rubens avait livré un grand retable pour une église qui se trouvait aux portes de Valenciennes et que Watteau a pu voir. Ensuite, Watteau arrive à Paris et dans un premier temps, il gagne sa vie en réalisant des copies pour des marchands de tableaux qui étaient alors installés sur les ponts de Paris, le pont Neuf notamment, et qui vendaient des copies réalisées par Watteau et d'autres artistes d'après les maîtres qui étaient alors le plus à la mode à Paris auprès des amateurs d'art, et c'était précisément les maîtres flamands et hollandais du XVIIe siècle. En ce qui concerne ces deux dessins spécifiquement, il faut avancer encore un peu dans la carrière de Watteau, puisque le moment où ils ont été réalisés a probablement trait à la dernière étape au fond de la formation de Watteau, qui le conduit chez Claude III Audran, qui est un peintre ornemaniste, peintre de décors, qui était en plus de cela concierge du Palais du Luxembourg. Concierge, c'était le terme de l'époque pour dire conservateur. C'était une charge royale qu'il avait reçue et le Palais du Luxembourg, qui est aujourd'hui le Sénat, qui est bien connu, était alors célèbre parce qu'il abritait un grand cycle de peinture, aujourd'hui au musée du Louvre, qui est peint par Rubens et qui représente la vie de Marie de Médicis. C'était vraiment un grand chef-d'œuvre de l'art, c'était une attraction majeure. On sait que Claude III Audran a donné accès à ce grand cycle de peinture à de nombreux artistes qu'il avait sollicités pour cela. Et Watteau, se trouvant dans son atelier à travailler pour lui, est très probable que lui aussi ait eu accès à ces Rubens du Palais du Luxembourg grâce à Claude III Audran. Et de fait, les trois visages qu'on voit ici sont des visages qui réapparaissent dans des toiles du cycle de Marie de Médicis de Rubens. En revanche, les choses n'étant jamais simples en matière de Watteau, il y a une autre hypothèse en fait qui nous permettrait d'expliquer les circonstances dans lesquelles Watteau a réalisé ses dessins. C'est qu'on sait aussi que l'un des collectionneurs qui était proche de Watteau avait acheté directement au neveu de Rubens un grand album de dessins qui comprenait à la fois des dessins de Rubens, mais aussi des dessins réalisés par des élèves de Rubens, et qui comprenait en fait presque uniquement des dessins montrant des études de visage, de tête, dont des études dont Rubens s'est servi pour peindre son cycle de Marie de Médicis. Et donc Watteau ayant accès à la fois au cycle de peinture du Palais du Luxembourg, comme il pouvait avoir accès à cet album de dessins dans la collection l'un de ses amis, au fond on n'arrive pas à trancher exactement le modèle de ces copies. Est-ce que ce sont des dessins d'après des dessins ou des dessins d'après des peintures? Toujours est-il que Rubens a joué un rôle majeur dans le développement artistique de Watteau et que comme dans le cas de Véronèse, on le voit ici avec ce dessin prêté par le Musée des Arts Décoratifs, de la même manière que Watteau emprunte à Véronèse sa composition pour l'amour des armées, il réalise ici une copie d'après un détail qui se trouve dans une peinture de Rubens aujourd'hui conservée au Louvre, mais qui se trouvait dans les collections royales au XVIIIe siècle, qui s'appelle La Kermesse. Et c'est un détail représentant un couple de villageois qui sont enlacés d'une manière presque contorsionnée, très énergique,
où l'on voit le villageois qui embrasse la villageoise. Et en fait, c'est un détail que Watteau a là aussi repris tel quel dans une peinture qui est aujourd'hui conservée au Getty Museum de Los Angeles, où Watteau l'a simplement faite voisiner avec un autre motif iconique de sa production, qu'on retrouvera ici plus loin dans le parcours, le donneur de sérénade de Chantilly, où au final on assiste, disons, à un spectacle assez étonnant où un groupe directement emprunté à Rubens voisine avec une création de Watteau sur une même composition. Et pour étayer ce dialogue de Watteau avec les maîtres anciens, on présente ici une sorte de confrontation des plus intéressantes, puisque ce sont deux dessins prêtés par la Fondation Custodia, qui sont à gauche un dessin de Rembrandt et à droite un dessin de Watteau, qui tous deux représentent la même composition. Cette composition n'est pas une invention de Rembrandt, puisqu'on considère que le dessin de Rembrandt, qui est donc à ma gauche, est lui-même une copie d'après un prototype perdu qui aurait pu être de Domenico Campagnola, donc un autre artiste de la Renaissance vénitienne. En revanche, on sait que Watteau a copié ce dessin de Rembrandt, et en comparant les deux, on comprend en fait ce qui a intéressé l'un et l'autre dans le motif qui était représenté. Watteau, par exemple, assèche l'arrière-plan du paysage. Il le dessine à la sanguine, dans des traits très minutieux, beaucoup moins atmosphériques que l'encre brune de Rembrandt, qui traduit avec beaucoup plus de délicatesse et un côté beaucoup plus atmosphérique, en fait, suggestif, les arbres et la végétation. En revanche, là où on voit que Watteau se démarque de Rembrandt par ailleurs, c'est l'animal que l'ours est en train d'attaquer au centre de la composition. Sur le dessin de Rembrandt, on aurait beaucoup de mal à dire ce que c'est exactement que l'animal qui est attaqué par un ours, tandis que dans le cas de Watteau, on voit que c'est une chèvre, non seulement du fait de ses cornes, mais aussi du fait de ses oreilles. Et donc en fait, ce qu'on propose au fond à nos visiteurs ici, c'est de montrer d'une part la célébrité d'un motif campagnolesque, c'est-à-dire vénitien du XVIe siècle, mais ensuite surtout de pouvoir montrer qu'à partir d'une même image, chaque artiste a son approche, ses centres d'intérêt, son analyse, et c'est cette comparaison-là qu'on a voulu pouvoir présenter dans cette exposition pour clore cette salle qui montre le travail de Watteau d'après les maîtres anciens. La troisième section de l'exposition est consacrée à un aspect assez inattendu de la carrière et de la vie de Watteau, puisqu'elle est consacrée à son intérêt pour la vie quotidienne, à ce qui l'entourait, à ce qu'il a pu voir autour de lui. Et pourquoi est-ce que c'est inattendu ? Parce que les biographes de Watteau qui l'ont connu et qui, après sa mort, ont écrit des textes sur l'artiste, ont presque tous insisté sur le fait que Watteau avait un caractère très difficile et que c'était un ami compliqué qui disparaissait sans donner signe de vie pendant des mois, qui était très instable, qui était très caractériel, qui était très changeant également. Et au fil du temps, à partir de ces témoignages, Watteau a fini par gagner une réputation de misanthrope, mélancolique, très à l'écart du monde. Et en fait, ce qu'on a voulu montrer avec les dessins qui sont dans cette salle, c'est que si on ne savait pas ça de Watteau, si on ne connaissait pas ses biographies ni ses témoignages, mais qu'on regardait simplement ses œuvres, on ferait en fait le constat vraiment opposé, puisqu'au contraire, ces dessins traduisent un grand intérêt pour la vie quotidienne, parfois pour des sujets très humbles, très modestes. Et c'est le cas dès ses premières années à Valenciennes. Et le coin qui se trouve ici est consacré à ce sujet. C'est un sujet qui est méconnu dans l'œuvre de Watteau. C'est une spécificité de ses premières années. C'est le pan militaire de son œuvre. En fait, Watteau, dans ses premières années à Valenciennes, a représenté plusieurs fois des soldats, non seulement en les dessinant, mais aussi en les peignant. Ce qui est très intéressant, par exemple avec le dessin qui est à ma droite, c'est de relever que ce sont des dessins réalisés sur le motif. C'est-à-dire que Watteau a vraiment eu ses soldats devant les yeux. Et en fait, ce qui permet de l'affirmer, c'est les deux personnages centraux qui sont ici, sont en fait deux fois le même soldat, mais qui est représenté dans deux attitudes différentes.
assis à gauche, debout à droite, et on voit que l'une de ses particularités, c'est d'avoir le bras en écharpe. Donc c'est un soldat blessé, et ça aussi c'est l'autre spécificité de Watteau quand on s'intéresse à l'art militaire, c'est que en fait on a l'habitude de dire en histoire de l'art qu'on ne représente la guerre que de manière héroïque et triomphale avant les guerres napoléoniennes, et que les guerres napoléoniennes marquent un tournant. Chateaubriand a dit que Napoléon a tué la guerre en l'exagérant, et c'est à partir des guerres napoléoniennes que Géricault, par exemple, peint des soldats blessés qui fuient le front, comme c'est le cas au musée du Louvre. C'est aussi à partir des guerres napoléoniennes que Goya réalise ses gravures sur les misères de la guerre. Et en fait, avant Napoléon, on ne connaît que 2 occurrences d'artistes qui représentent la guerre sous un angle, disons, de la condamnation, de la réprobation, qui montre surtout les souffrances qu'elle engendre, et non pas son aspect héroïque et triomphal. Ces 2 artistes, ce sont Jacques Callot au XVIIe siècle, qui est un artiste lorrain, qui a lui aussi réalisé une série de gravures qui montrent les misères de la guerre, et Antoine Watteau, un siècle plus tard, au XVIIIe siècle, qui montre des soldats blessés, des soldats qui attendent, des soldats qui s'ennuient et qui sont abandonnés dans des camps militaires. Et c'est une grande curiosité iconographique. En l'occurrence, tout à gauche de ce dessin, on voit un soldat qui a la tête qui repose sur son bras, c'est un geste d'ennui très fort. Les 2 figures au centre montrent 2 soldats blessés, et tout à droite, c'est un soldat vu de dos qui est en train de fumer une pipe. Et c'est une iconographie très rare qu'on retrouve dans les rares peintures que Watteau réalise d'après ce type de sujet. En l'occurrence, vous voyez ici une peinture de la collection de Lionel Sauvage. Ce sont des peintures, les peintures militaires de Watteau, qui sont réalisées au tout début de sa carrière. Elles sont très peu conservées, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et celle-ci, en fait, montre vraiment tout ce qui fait la particularité de Watteau en matière de sujet militaire, avec au centre de la composition ce qui attire le plus l'attention, 2 femmes qui s'occupent d'enfants qui sont en train de faire à manger pour un campement de soldats. Tout à droite, un soldat qui est allongé, qui attend, un chien qui mime son geste juste à côté, et à l'arrière-plan, d'une manière presque secondaire, par rapport à l'importance qui est accordée aux différents éléments du tableau, une troupe de soldats qui est en train de se mettre en marche pour rejoindre le front. Donc en fait, le sujet de ce tableau, plutôt que de montrer le départ des soldats vers le front, en fait, c'est plutôt la vie et l'ennui dans les camps militaires entre les moments de bataille. Le dessin qui est ici à ma gauche est intéressant par rapport au goût du duc d'Aumale qui a constitué les collections du château de Chantilly et créé ce musée Condé où nous nous trouvons. En fait, c'est le seul dessin de Watteau qu'il a possédé, qu'il n'a pas acheté en bloc avec une autre collection. Il possédait 6 dessins de Watteau. 5 d'entre eux proviennent de la collection de Frédéric Rézet, un conservateur du Louvre qui lui a cédé en bloc sa collection de dessins. Et cette feuille-là est la seule qu'il a achetée individuellement lors d'une vente aux enchères à Londres dans les dernières années de sa vie. Et on peut s'interroger sur les motifs de cet achat très ciblé. Et en fait, on comprend assez aisément quand on sait à la fois l'importance de Watteau dans l'art militaire, puisqu'il est une sorte de précurseur des représentations condamnées de la guerre, et d'autre part, le goût du duc d'Aumale pour l'art militaire. Il suffit vraiment de se promener dans la galerie de peinture du château de Chantilly pour voir à quel point le duc d'Aumale, qui était général en Algérie, qui a fait toute une carrière militaire, s'intéresse aux représentations guerrières, et il a dû comprendre l'originalité de Watteau dans ce domaine et vouloir acheter spécifiquement un élément qui manquait encore à sa collection, qui comprend aujourd'hui 4 peintures, 6 dessins, mais avant que le duc d'Aumale n'achète le dessin qui est à côté de moi, il n'y avait rien dans ces collections qui évoquait le côté militaire de l'œuvre de Watteau. Donc les 2 dessins qui sont ici à ma droite, prêtés par le Petit Palais, sont caractéristiques de cette curiosité de Watteau pour les sujets les plus modestes, puisqu'ils représentent à droite un montreur de marmottes, c'est-à-dire un jeune garçon qu'on appelait également Savoyard à Paris au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que le duché de Savoie connaissait alors de grandes guerres, ce qui a provoqué un exil des Savoyards vers Paris, et par extension on a fini par appeler Savoyard toute personne qui pratiquait un métier de rue à Paris au XVIIIe siècle.
En l'occurrence, c'est un jeune garçon avec une marmotte dans une boîte, donc on imagine qu'il demandait une pièce aux passants en contrepartie du fait de leur montrer sa marmotte. Et à côté, c'est un pèlerin qui revient de Saint-Jacques-de-Compostelle. On le reconnaît aux nombreuses coquilles qu'il porte sur son buste. Et ce dessin-là montre, en plus de cela, Watteau utiliser une technique qui est extrêmement exigeante pour représenter un sujet assez modeste, puisque c'est la technique des 3 crayons, qui est iconique de Watteau. Les 3 crayons, c'est un médium qu'on appelle combinatoire, et qui consiste à associer de la pierre noire à de la sanguine, à de la craie blanche, donc à la fois du noir, du rouge et du blanc, pour dessiner en 3 couleurs. Et on aurait tort de croire que Watteau commence en noir, à dessiner les contours de la totalité de son motif, puis à les colorer avec différentes couleurs. En fait, ce n'est pas comme ça que fonctionne la technique des 3 crayons. En l'occurrence, on voit ici que Watteau commence avec le noir à dessiner la tunique du pèlerin, donc cette partie centrale, qui est vraiment le centre à partir duquel Watteau va construire le reste de son dessin. Watteau dessine cette tunique, mais il ne dessine pas les manches de la tunique, il ne dessine pas le visage ni les jambes. Ça, il le fait dans un second temps avec de la sanguine qui lui permet de compléter tout cela. On imagine qu'il reprend ensuite également sa pierre noire, on le voit au niveau des cheveux, où par-dessus les traits de sanguine rouge, Watteau reprend à la pierre noire certains cheveux pour leur redonner un peu plus de modelé. Et il termine dans un 3e temps avec sa craie blanche pour donner des rehauts de lumière et distribuer l'éclat des matières sur son dessin. Les 3 crayons, c'est une technique qui exige de l'artiste une anticipation et presque un jeu mental de savoir à l'avance dans quelle couleur il dessinera quelle partie de son dessin. Donc c'est une technique exigeante qui est au fond assez inhabituelle pour ce type de sujet plus modeste. Et un prêt du musée du Louvre, qui se trouve juste à côté, montre une autre technique extrêmement exigeante dans l'œuvre de Watteau, qui est là aussi consacrée à un sujet humble. C'est un modèle noir que Watteau a pu voir au service d'une famille de son entourage et qu'il a dessiné à 3 reprises sur cette feuille, 3 têtes dans des attitudes différentes, avec à chaque fois au fond la question que Watteau s'est posée et qui était de savoir comment représenter l'éclat de la lumière sur une peau noire, comment représenter le contraste entre cette lumière sur une carnation noire et l'ombre au niveau du cou par exemple, comment représenter la différence des textures entre des cheveux noirs et une peau noire, et la technique à laquelle il a eu recours pour restituer toute cette délicatesse, c'est presque un camailleux de brun, où finalement on voit que Watteau a dessiné avec différentes teintes de sanguine. La sanguine, c'est une pierre qu'on peut cuire pour dessiner avec, et selon le degré de cuisson de cette pierre, la sanguine sera plus ou moins brune ou plus ou moins rose. Et on voit ici que Watteau a utilisé différentes sanguines cuites à des durées différentes, et donc étant plus ou moins brune, il a agrémenté ces différentes teintes de sanguine d'une pierre noire, qui est pour le coup totalement noire, mais il a également repris certains passages de son dessin au lavis et à l'encre pour lui donner un peu un effet de surface. Et donc c'est un dessin d'une sophistication extrême, c'est probablement le chef-d'œuvre technique de l'exposition, et qui montre là aussi à quel point Watteau est capable de déployer un très large éventail technique, mais aussi une concentration et une application extrême pour dessiner des sujets considérés comme très modestes et humbles à cette époque. Dans cette 4e salle du parcours, on montre la manière dont Watteau a dessiné des vêtements, à la fois des modes contemporaines de son époque, mais aussi des costumes qui devaient déjà paraître historiques à ses contemporains. Ici, vous voyez une peinture qui est l'une des plus célèbres du château de Chantilly,
qui montre le donneur de sérénade. C'est ce fameux donneur de sérénade qui accompagne le couple emprunté à Rubens sur le tableau du musée Getty à Los Angeles. C'est une peinture qui est iconique pour Chantilly parce que c'est l'une des plus anciennement documentées dans l'œuvre de Watteau. Elle va de pair avec un autre tableau du musée Condé qui s'appelle L'amante inquiète. Et au fond, ce sont deux tableaux qui n'ont jamais été séparés depuis qu'ils ont été réalisés par Watteau. En l'occurrence, l'exposition les sépare exceptionnellement. L'amante inquiète est dans un coin de la même pièce, donc ils ne sont pas trop loin. Mais en l'occurrence, on a voulu présenter ce tableau du musée Condé à côté d'un dessin qui est prêté par le musée du Louvre et qui montre le donneur de sérénade, dont on pensait en fait que c'est un dessin préparatoire à la peinture. Mais il y a une chose qui est très inhabituelle en l'espèce, c'est le jeu d'échelle entre les deux œuvres qui montre que le dessin supposément préparatoire est en fait plus grand que la peinture qu'il était censé préparer. Donc c'est une question que nous ne sommes pas encore parvenus à élucider, c'est-à-dire celle de savoir quelle est la nature exacte entre ces deux œuvres. Est-ce que le dessin du Louvre pourrait être ce qu'on appelle un souvenir, un ricordo de la peinture réalisée par Watteau pour conserver dans son atelier ce motif après que sa peinture soit déjà partie rejoindre son commanditaire. Ce qui permettrait de le suggérer, c'est le fait que le dessin du Louvre comporte par exemple des taches d'huile qui montrent qu'il a servi dans un atelier, mais pour autant c'est une question qui reste en suspens et que de futures expositions Watteau parviendront peut-être à répondre. Et sur le mur qui est à ma droite, on présente deux dessins qui sont très célèbres du musée Condé, aux côtés d'un troisième dessin prêté par la Fondation Custodia, qui a la particularité de montrer à chaque fois la même femme, qui est dans des attitudes différentes. Ce qui permet d'affirmer que c'est la même femme, c'est précisément la robe qu'elle porte, qui est une robe très particulière, avec des rayures rouges tracées à la sanguine. Et les deux dessins du musée Condé peuvent laisser croire qu'elle est en fait représentée en extérieur, parce qu'elle est assise au sol, elle tient un éventail, donc on pourrait être amené à croire que c'est une femme qui participe à une fête et que Watteau dessine. En revanche, quand on l'expose ici en perspective avec le dessin prêté par la Fondation Custodia, on comprend que ce n'est pas une scène d'extérieur, mais que c'est une scène d'intérieur. Cette femme est allongée sur une duchesse, et en plus de cela, elle a commencé à se dévêtir. On le voit au haut de son buste qui commence à s'ouvrir. Et en fait, à ce moment-là, l'Académie royale de peinture et de sculpture ne permettait pas aux artistes de dessiner d'après un modèle nu féminin. Le seul nu qui existait à l'Académie était masculin. Donc pour dessiner des femmes nues, les artistes, comme c'est le cas de Watteau, louaient des chambres, louaient des services de modèles qui se dévêtissaient pour eux. Et on sait que Watteau a participé à plusieurs séances de dessin avec certains de ses amis où il louait les services de modèles qui venaient se dévêtir pour eux dans des chambres louées pour l'occasion. Et on propose de reconnaître dans cette série de dessins une sorte de série qui aurait pu être réalisée lors d'une de ces séances avec une même femme dans diverses attitudes et qui se dévêtit progressivement. Dans cette dernière salle du parcours, on s'intéresse à ce qui a fait la célébrité de Watteau, ce pourquoi il est le plus admiré à la fois par ses contemporains et par la postérité. C'est ce qu'on appelle les fêtes galantes. Les fêtes galantes sont un genre de peinture qu'il n'a pas littéralement créé, puisqu'elles existaient déjà sous différentes formes au siècle antérieur, mais il les a revitalisées, réimaginées au XVIIIe siècle. Pour vous dire l'importance de ces fêtes galantes qui représentent en fait des compagnies de personnes, à la fois des hommes et des femmes, qui s'adonnent à des loisirs toujours tempérés, toujours très doux, la conversation, la musique, la danse, souvent dans des grands parcs, parfois au bord de l'eau, donc toujours dans une grande délicatesse. Et en fait, le meilleur indicateur du succès des fêtes galantes, c'est le fait qu'à l'époque, l'institution la plus prestigieuse du monde de l'art était l'Académie royale de peinture et de sculpture. Et que pour y être admis, il fallait envoyer une peinture qui était évaluée par les membres de l'Académie, et il fallait que cette peinture s'inscrive dans l'un des genres
prédéfinis par l'Académie, en l'occurrence la peinture historique, la peinture mythologique, ou alors le portrait, la nature morte, le paysage, tous ces genres qui étaient déjà établis en tant que tels. Et on sait que c'est Charles de la Fosse, membre de l'Académie de l'époque, qui a invité Watteau à candidater. Et Watteau, pour rejoindre l'Académie, n'a pas joué le jeu de se plier à l'un des genres qui était demandé de lui, mais il a envoyé une fête galante, il a été reçu, et à sa suite, on a créé la catégorie, le genre des fêtes galantes, qui a permis à d'autres artistes, après lui, d'être reçus dans ce genre à l'Académie royale. Et le tableau qui est à ma droite est très important parce que c'est l'une des premières fêtes galantes que l'on connaisse dans l'œuvre de Watteau. C'est un tableau qui est inachevé, c'est un tableau qui est expérimental. Il serait abusif de dire que c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre de Watteau. En revanche, c'est l'un des tableaux les plus intéressants qu'on puisse montrer quand on s'intéresse à Watteau et quand on veut comprendre la manière dont il travaille. En l'occurrence, parce qu'on voit ici les éléments caractéristiques de la fête galante, c'est-à-dire différents groupes de personnes en extérieur, avec à l'arrière-plan un paysage vaguement italianisant, alors qu'on sait que Watteau n'est jamais allé en Italie. Mais on comprend aussi que certains éléments de cette composition ont dû faire tiquer Watteau et l'ont finalement conduit à abandonner l'œuvre alors qu'elle était encore en cours d'exécution. On s'aperçoit par exemple au centre, le groupe qu'on voit ici, que la femme qui est assise au centre est restée inachevée, c'est-à-dire que les traits de son visage sont dessinés, mais seule sa robe est peinte. Et de la même manière, on est également étonné par un autre élément inachevé qui est sur le plan intermédiaire de cet homme qui porte un baluchon et qui marche sur le plan intermédiaire de l'œuvre comme pour la traverser, mais dont l'échelle en fait ne correspond pas au plan sur lequel il se trouve. Et manifestement, ce qui a conduit Watteau à abandonner son tableau, c'est cette large bande intermédiaire qui est vide et qu'il n'a pas réussi à meubler comme il l'aurait souhaité pour l'intégrer dans la composition de manière harmonieuse. Il a envisagé différentes options et on les voit aujourd'hui sur cette toile sous la forme de ce qu'on appelle des repentirs, c'est-à-dire des idées qu'il a eues mais qu'il n'a finalement pas appliquées, qu'il a préféré abandonner, notamment deux chiens qui se trouvent ici et qui rejaillissent aujourd'hui sous la couche picturale. On voit leur dessin, mais aussi deux silhouettes qui se trouvent ici, qui montrent deux personnages debout et qui n'ont là aussi pas été peints par Watteau. Et on imagine que faisant le constat de ces tâtonnements auxquels il ne trouvait pas de solution, il a préféré abandonner son tableau et le laissant donc inachevé. La peinture qui est à ma droite est elle aussi une œuvre du musée Condé, qui s'appelle Le plaisir pastoral et qui n'a malheureusement pas eu la chance de parvenir jusqu'à nous dans un état de conservation optimal. C'est assez fréquent avec les peintures de Watteau. Watteau n'était pas réputé pour être un bon technicien de la peinture. On a des témoignages contemporains qui expliquent que de son vivant déjà, certaines personnes avaient ramené à Watteau des peintures qu'il avait réalisées pour lui demander de les restaurer lui-même parce qu'elles avaient mal vieilli. Et son tort, en fait, ça a été d'utiliser trop d'huile en préparant ses pigments, ce qui a conduit à une sorte d'affadissement de sa couche picturale et de dilution des formes. Et c'est exactement ce qu'on observe sur le plaisir pastoral du musée Condé. Mais pour permettre à nos visiteurs de retrouver la nature exacte de cette peinture et des relations entre les personnes qu'on y observe, on a voulu présenter des dessins qui sont préparatoires à un groupe qui figure dans ce tableau, parce que Watteau est un artiste qui attache une très grande importance aux sentiments et à la nature des relations qui lient les personnes entre elles. Et donc en l'occurrence, on voit que l'état de conservation de ce tableau ne permet plus à ce petit groupe qui est ici, qui montre un homme enlaçant une femme, de comprendre la nature exacte de cette étreinte. Et on a eu beaucoup de chance de pouvoir emprunter au musée Cognacq-Jay le dessin qui est à ma gauche, mais plus de chance encore de pouvoir retrouver le dessin qui est un peu plus loin, qui est passé en vente l'été dernier et qu'on a réussi à pister jusqu'au château de Chantilly pour cette exposition, et qui sont en fait les deux dessins dont Watteau s'est servi pour constituer le groupe qui est là. Donc on voit cet homme qui a un geste très large parce qu'il enlace, et à côté la femme, et c'est la surprise en fait, quand on regarde le dessin et qu'on le confronte avec la peinture, on s'aperçoit que ça n'est pas du tout une étreinte librement consentie, pas du tout une étreinte tendre, mais qu'en fait la femme
relève ses bras devant son buste dans un geste vraiment de défense et elle tourne la tête vers la droite avec une expression de surprise. Donc ça n'est pas une étreinte à laquelle elle consent, c'est une étreinte qui la surprend et contre laquelle elle se défend. Et c'est là un détail qui est perdu quand on regarde la peinture, mais qu'on retrouve en ayant les dessins et la peinture simultanément sous les yeux. Et en guise d'épilogue à cette exposition, on présente dans sa dernière salle l'un des volumes du recueil Julienne, dont je vous ai parlé au début de l'exposition, et en l'occurrence ce fameux recueil qui comprenait toute la production de Watteau sous forme de gravure, montrait notamment la planche à laquelle le livre est ouvert ici, qui représente le tableau qu'il a envoyé à l'Académie pour être reçu à l'Académie et qui représente un sujet qui prête à débat puisque en fait l'avantage du recueil Julienne c'est qu'il a réalisé une forme de catalogue raisonné par la gravure de l'œuvre de Watteau. Mais l'inconvénient de Julienne, c'est que Jean de Julienne étant marchand, il a eu la tentation de faire finir par d'autres artistes des œuvres que Watteau avait laissées inachevées à sa mort, et on sait qu'il se trouve dans le recueil Julienne non seulement des œuvres qui ont été commencées par Watteau, finies par d'autres, des œuvres qui ne sont pas de Watteau, et des œuvres qui sont de Watteau. Donc c'est à la fois un outil indispensable et très précieux, mais dont il faut aussi se méfier. Et le tableau qui est ici montre une autre difficulté que pose le recueil Julienne et qui a trait au titre des œuvres, puisque certains des titres sous lesquels les œuvres de Watteau sont aujourd'hui connues ont quelque chose d'excessivement poétique, comme le donneur de sérénade, l'amante inquiète dont on a parlé. Et en fait, ce sont la plupart du temps des titres qui n'ont pas été choisis par Watteau lui-même, mais qui ont été retenus par Jean de Julienne et qui ont été donnés postérieurement au tableau au moment de leur impression dans le recueil Julienne. Et on se sert aujourd'hui des titres qui apparaissent dans le recueil Julienne pour dénommer les tableaux auxquels correspondent les gravures qui les représentent. Et ici, c'est vraiment l'un des débats qui a le plus déchiré les passions en matière de Watteau. C'est un tableau qui est au musée du Louvre, qui est représenté ici sous le titre « L'embarquement pour Cythère » et qui montre une compagnie qui est sur terre et qui se dirige vers un bateau. Cythère étant l'île de l'amour, le titre qui apparaît dans le recueil Julienne, « L'embarquement pour Cythère », suggère que la compagnie qui est représentée là soit en train de se mettre en route vers son bateau pour que ce bateau les conduise ensuite vers l'île de Cythère, l'île de tous les plaisirs et de l'amour. Mais en fait, quand on regarde la composition, on s'aperçoit qu'il est plus probable que cette compagnie se trouve présentement à Cythère et qu'elle est en train de se diriger vers son bateau pour rentrer chez elle et non pas pour aller vers Cythère. Et donc par prudence, aujourd'hui, on appelle ce tableau « Pèlerinage à Cythère » pour ne pas s'engager sur le fait que ce soit un mouvement qui se dirige vers Cythère ou qui revient de Cythère, mais c'était simplement un exemple très célèbre et qui permet de mesurer à quel point le recueil Julienne est aussi précieux qu'il est dangereux finalement.